J'aimerais présenter le premier sous-thème de la conférence aujourd'hui qui s'appelle Innovation et perturbations dans les traitements de soins. Sous ce sujet, nous avons en fait 3 séances spécifiques. La première s'appelle Innovation dans les traitements médicaux. La deuxième, c'est Passer les innovations. Et la séance dont nous allons parler en ce moment, c'est les développements académiques et où en fait la recherche s'en va. Et nous avons mis ensemble une équipe incroyable de scientifiques que j'aimerais vous présenter. Dr. John Bell est directeur du Consortium canadien des virus oncolytiques, soutenu par une subvention du projet Terry Fox, et le directeur scientifique de Biocan RX, un réseau de centres d'excellence qui vise à offrir de nouvelles thérapies stimulantes immunitaires aux patients atteints de cancer partout au Canada. Il est membre du Centre pour les thérapies en cancérologie du Centre de cancérologie de l'Hôpital d'Ottawa, chercheur principal à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa et professeur de médecine à l'Université d'Ottawa encore. Le docteur Denis-Claude Roy est hématologue et professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal. Il est directeur de l'Institut universitaire d'hémato-oncologie et de thérapie cellulaire et dirige également le Centre d'excellence en thérapie cellulaire. Reconnu pour son expertise dans le domaine des cellules souches, le Dr Roy est directeur exécutif de CellCan, le réseau canadien de médecine régénératrice et de thérapie cellulaire pour la mobilisation des connaissances. Le Dr Holt, qui est scientifique au Centre canadien des sciences du génome Michael Smith, situé à l'Institut de recherche sur le cancer de la Colombie-Britannique à Vancouver, où il est également co-directeur scientifique du BC Cancer Immunotherapy Program. Il est aussi professeur en génétique médicale de l'Université de Colombie-Britannique. L'équipe du Dr Holt est reconnue pour avoir mis au point des méthodes de séquençage de nouvelle génération afin d'interroger la génétique du système immunitaire adaptif et identifier de nouveaux agents infectieux liés au cancer. L'animatrice pour la séance est Dr Stéphanie Michaud, qui est aussi co-chaire de la conférence et qui vous avez rencontré précédemment. Dr Michaud est la présidente directrice générale de Biocan RX, un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'accélérer le parcours des immunothérapies novatrices du laboratoire au chevet des patients. À ce titre, Mme Michaud est directement responsable de tous les aspects de l'organisation. Elle s'intéresse particulièrement à la création de partenariats entre le gouvernement, les organismes sans but lucratif, le milieu universitaire et les entreprises privées dans le but de maximiser l'incidence de la recherche financée par le réseau. Alors, je passe à toi, Stéphanie, et merci d'être là. Merci, Anne-Marie, et tout d'abord, je veux remercier tout le monde de participer dans la conversation qu'on va avoir aujourd'hui au sujet de l'état des recherches sur le cancer au Canada, qu'est-ce qui se passe en ce moment et où on voit la recherche aller dans les prochains 5 à 10 ans. Alors, je suis très fier ici en tant que président de Biocan RX de vous reconnaître tous en tant que des investigateurs du réseau de Biocan RX. Vos réputations vous précèdent. Vous êtes tous des meneurs de pensée dans vos champs de recherche. Alors, j'aimerais commencer en demander à chacun de vous d'identifier, en fait, c'est quoi vraiment le champ de recherche dans lequel vous travaillez en ce moment. Et ensuite, on va suivre ça avec une discussion sur où vous pensez que la recherche s'en va, spécifiquement pour le développement d'immunothérapie pour le traitement du cancer, et où vous pensez que ça va nous amener dans 5 à 10 ans. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer? Ou je vais en choisir un? Je sais que tu vas me choisir moi, alors je suis aussi bien commencé. En fait, John, j'allais pas le faire, mais bon, allez-y. Alors, dans mon laboratoire,
c'est très intéressant. On utilise les virus pour traiter le cancer. Alors, créer des virus qui peuvent répliquer spécifiquement dans les tumeurs et pas dans le tissu normal. Alors, la promesse de cette approche-là, c'est qu'on va créer qui est en fait une thérapie qui se réplique, mais se réplique et croît seulement dans les tumeurs et pas dans les tissus normaux. Alors, le rêve, c'est qu'on va avoir une thérapie qui va pouvoir sélectionner, identifier le cancer, se propager à l'intérieur du cancer et on espère avoir des meilleurs résultats et moins d'effets secondaires que, par exemple, la chimiothérapie. Comme Jean-Claude peut vous dire, il y a beaucoup d'effets quand on attaque le cancer, mais aussi les tissus normaux. Alors, le rêve avec le virus, c'est de créer des machines biologiques qui vont spécifiquement attaquer le cancer. Et le nouveau qu'on voit, c'est que on a maintenant toute une collection de virus qui ont cette propriété-là. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on les arme. On rajoute de l'information génétique qui les rend plus efficaces spécifiquement dans stimuler le système immunitaire pour que le système immunitaire du patient commence à reconnaître le cancer. Alors, mon laboratoire fait ça depuis plusieurs années. Puis, on est excité d'avoir quelques-uns de ces virus-là dans la clinique et on espère pouvoir les combiner et pas juste les avoir en tant qu'une thérapie, mais une combinaison de plusieurs immunothérapies dont vous allez entendre parler de mes deux autres collègues aujourd'hui. Oui, et John, juste pour mieux comprendre et pour que les gens qui nous écoutent comprennent, la combinaison de, par exemple, un virus oncolytique et une autre immunothérapie, alors ça serait une façon de quoi étendre l'étendue du traitement. Oui, c'est ça, Steph. Alors, le défi avec n'importe quelle thérapie pour le cancer, c'est que peut-être que ça fonctionne bien pour un sous-groupe de patients, mais on veut que ça fonctionne bien pour tous les patients. Alors, une façon de faire ça, c'est de combiner les thérapies ensemble pour qu'ils aient une synergie ensemble. Et vous allez entendre des thérapies pour le système immunitaire, mais ça, c'est une façon que les virus peuvent être utilisés. C'est une combinaison avec les systèmes immunitaires. Alors, ils peuvent travailler ensemble et puis ils veulent apprendre comment attaquer les cellules cancéreuses. Merci, John. Denis Claude, je pense que tu vas être prochain parce que je pense que tu as été introduit par John en disant les thérapies cellulaires. Alors, peut-être y aller. Oui, merci Stéphanie. Alors, l'idée ici, c'est que on a été identifié dans une équipe de recherche plusieurs antigènes qui ont été trouvés dans des cellules de leucémie et d'autres cancers hématologiques, mais aussi trouvés sur plusieurs tumeurs solides. Alors, Dr Perrault et d'autres collègues. Alors, ce que Claude a fait, c'est que identifier plusieurs peptides, alors des petites parties des cellules qui sont présentes à la surface et exprimées dans les cellules cancéreuses. Et l'idée ici, c'est que on prend quelqu'un d'autre, un donneur qui est un match, et on peut trouver des cellules dans cet individu qui sont capables de reconnaître les petites peptides qui sont exprimées sur la surface de la cellule et pas juste se lier au cancer, mais en fait tuer la cellule cancéreuse. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est une approche très excitante parce que ça utilise les cellules et les cellules ont l'habilité d'être d'abord très spécifiques et aussi être capables de limiter la toxicité. Et dans les premiers essais cliniques, on a vu des toxicités très limitées. Seulement 1 sur 10 patients ont eu des effets secondaires ou des effets secondaires significatifs qui pouvaient être contrôlés en passant. Et ça a ouvert la porte à traiter plusieurs maladies et maintenant on commence un autre essai où cette fois-ci, au lieu de traiter le patient, ce qu'on veut faire, c'est en fait prévenir la récurrence des tumeurs. Alors, ça serait encore mieux. Alors, on n'aurait pas besoin d'avoir une deuxième ronde de traitement, mais on pourrait faire une transplantation de cellules souches pour que la leucémie ne revienne pas.
Et ça parle de la spécificité des cellules immunitaires pour reconnaître les cellules cancéreuses. Et ça, on a trouvé ces antigènes-là sur la surface des cancers hématologiques, mais ils sont aussi présents sur d'autres sortes de cancers. Et ça parle d'une approche complètement nouvelle pour utiliser des cellules immunitaires. Et ça, c'est bon pour plusieurs tumeurs solides. Oui, et ces peptides-là dont tu parles, qui sont ciblés par les cellules immunitaires, est-ce qu'ils sont uniques aux patients? Est-ce qu'ils sont trouvés sur plusieurs de ces cellules cancéreuses-là? Oui, alors, ils sont exprimés à la surface de plusieurs cellules et ils sont spécifiques aux cellules cancéreuses hématologiques et pourraient être exprimés sur d'autres cellules cancéreuses aussi. Alors, si on parle de tumeurs solides ici. Mais on peut vraiment décider quelle cible prioriser. Merci Denis-Claude. Et Rob, c'est à toi maintenant le travail que tu fais en Colombie-Britannique. Oui, super. Et merci Stéphanie pour l'invitation de joindre la conversation aujourd'hui. Alors, notre équipe ici a des thèmes qui chevauchent un peu ce que John a déjà décrit. Alors, l'emphase, c'est sur l'immunologie cancéreuse, comme les autres groupes. Et nous, on prend deux chemins. Un, c'est de générer génétiquement des cellules immunitaires pour mieux cibler certains types de cancers. Et en faisant ça, et d'une façon qui est de début à la fin. Alors, on fait pas juste de la recherche en laboratoire, mais on établit l'infrastructure minimale pour faire l'ingénierie génétique pour, en fait, obtenir les cellules des patients, les modifier et ensuite les administrer dans un environnement hospitalier ici à Vancouver. Alors, il y a beaucoup de défis logistiques associés avec ça. Alors, vous êtes très familier avec ça, comme tout le monde ici. On est tous engagés dans ces genres de défis-là. Alors, ce qu'on veut faire, en fait, c'est... Alors, nous, on met l'emphase sur les cellules CAR-T. C'est des cellules génétiquement ingénierées et qui sont en fait fantastiques, des thérapies fantastiques pour certains lymphomes et leucémies. Et ils fonctionnent même pour les patients qui ont échoué à toutes les autres thérapies et ils peuvent pas fonctionner pour tout le monde. Et ils peuvent en fait... Alors, en plus de donner la thérapie, on veut comprendre pourquoi les gens échouent à la thérapie et les cancers reviennent. Et comment on peut étendre leur application, passer les cancers hématologiques pour les tumeurs solides, par exemple. Alors ça, c'est un immense défi pour tout le champ, pas juste pour nous. Et quand ce défi-là a été surmonté, on va voir beaucoup de différentes immunothérapies et plusieurs défis qui arrivent avec ça. Donc, comment est-ce qu'on manufacture ça à plus grande échelle? Comment est-ce qu'on le fait pour que ça soit pas tellement cher que c'est rationné, en fait? Alors, c'est pas juste les aspects biologiques, scientifiques, on regarde aussi à l'implantation dans le système de santé et les économies et l'économie du système de santé aussi. Alors ça, c'est l'emphase dans mon équipe. Et l'autre chose, c'est les vaccins contre le cancer. Alors, il y a beaucoup de différents types de vaccins contre les cancers, de tumeurs, parce que les cellules sont mutées. Alors, on peut en fait améliorer la réponse immunitaire en vaccinant avec certaines de ces mutations-là. C'est des vaccins néo-antigènes, des vaccins néo-antigènes. Et on veut regarder aussi à différents inaudibles.
Alors, c'est clair, s'il y a une cause singulière pour le cancer, comme comme un pathogène comme le HPV, si on vaccine contre ça, c'est une façon extrêmement efficace, presque complètement efficace. Alors ça, c'est un cas noir et blanc, et il y a eu d'immenses avancées dans les 10 ans dans ça. Mais il y a d'autres agents infectieux qui sont associés à d'autres cancers, comme Helicobacter pylori pour les cancers gastriques. Alors, il y en a d'autres qui sont associés avec les cancers du côlon. Et ça potentialise le développement du cancer du côlon et peut causer une résistance au traitement. Alors, si on peut vacciner contre cet agent infectieux-là, ça va améliorer avec le cancer du côlon aussi. Inaudible. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Oui, et il y a tellement qui se passe, et j'ai peur d'ouvrir la boîte de Pandore et vous poser la question à propos de l'avenir et où vous voyez que ça s'en va. Naturellement, nous tous ici, de côte à côte, et internationalement, le monde a souffert de l'impact de la pandémie. On a aussi appris beaucoup au sujet de nouveaux produits et l'élaboration rapide. Et naturellement, je parle des vaccins à mRNA, ARN messager, pardon. Et je veux parler de ça et comment ça va influencer le champ d'immunothérapie en cancérologie. Mais Rob, je voulais poser une question sur les vaccins que toi tu développes. Alors par exemple, pour les traitements de cancer gastrique et atténuer les cancers du côlon. Alors comment est-ce que vous trouvez les antigènes? Alors un peu un sommaire ici. Comment est-ce que vous développez ces vaccins-là qui vont être efficaces contre ces cancers-là? Alors, les agents infection classiques comme le HPV ont été trouvés en purifiant les agents à partir de tissus tumoraux. Alors, l'approche moderne est en fait un séquençage génomique. Alors, on prend une biopsie de la tumeur et on séquence toute l'ADN présente dans la biopsie. Et ça contient des génomes humains, naturellement, mais ça contient aussi l'ADN de tous les autres organismes du microbiome du cancer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des méthodes computationnelles pour retirer l'ADN humain, parce qu'on peut le reconnaître, parce qu'on a le génome de référence, et on regarde ce qui reste. Et on voit ce qui est surreprésenté. Et dans les échantillons de tumeurs versus les biopsies en santé, versus par exemple une biopsie de cancer du poumon. Et dans certains cas, c'est très clair qu'il y a une surreprésentation d'une infection, d'un agent infectieux. Ça peut être un pathogène, on peut le caractériser. Et donc, la stratégie de vaccination devient un défi par contre. Alors, très brièvement, ce que je veux dire par ça, c'est que pour le HPV, pour le cancer du col de l'utérus, il y a une exposition avant l'adolescence qui est un peu une fenêtre où les gens sont pas exposés, alors on peut vacciner de façon préventive. Et ça, c'est le plus efficace. Alors, si on vaccine avant que la personne voit le pathogène, mais pour le pylori, par exemple, et d'autres adénovirus, vous êtes exposé très tôt, même au niveau néonatal. Alors, on ne peut pas vacciner prénatalement. Alors, on veut voir des stratégies quand les gens sont en rémission, ils ont eu le cancer, sont identifiés comme un survivant. Et ce qu'on veut faire, c'est prévenir la récurrence. Alors, si on peut vacciner dans ce scénario-là, pour augmenter la réponse immunitaire, on peut voir plus de survie. Alors, c'est encore expérimental en ce moment, mais ça, c'est une approche vers laquelle on tend. OK, merci pour ça.
C'est un superbe pont vers la prochaine question. Et donc, la direction dans tous vos champs de recherche et ce que vous voyez venir dans le pipeline pour ce qui est de votre propre programme de recherche et où vous amenez votre programme de recherche. Alors, John, Denis-Claude, Rob, qu'est-ce que vous voyez à l'horizon dans 5, 10, 15 ans peut-être et qui va être vraiment excitant, peut-être un développement qui va changer tout dans l'immunothérapie en cancérologie. Qu'est-ce que vous voyez venir? Alors, non, vas-y, John. OK. Alors, je pense que tout le monde sur l'appel ici croit en immunothérapie. Et vous croyez, parce que, comme Denis Claude mentionne, c'est qu'on crée une thérapie qui a une mémoire, qui est encore là, qui est vivant, qui peut continuer d'attaquer le cancer pendant qu'il change. Le problème du cancer, c'est qu'il a l'habilité de changer, puis il peut se cacher des thérapies, mais notre système immunitaire ont évolué à pouvoir gérer le changement. Alors, ils peuvent, eux, s'évoluer au changement. Alors, on peut tous croire que si on peut trouver la meilleure façon d'activer le système immunitaire et créer une situation où le système immunitaire du patient peut gérer la tumeur, ça va vraiment être la chose qui change tout. Alors, pour Rob et Denis-Claude, c'est toutes des façons de générer des cellules immunitaires pour attaquer le cancer. Puis je pense que c'est vraiment l'avenir, mais il y a d'autres façons aussi. Donc, combiner les thérapies avec les cellules immunitaires, que ce soit un vaccin, un virus ou autre chose, ça semble être la direction qu'on prend. Juste trouver des meilleures façons d'aider le système immunitaire du patient à identifier le cancer et l'empêcher de revenir, qui est un autre chose aussi. Alors, où on s'en va, je pense que on aime de voir que les immunothérapies sont données plus tôt dans le traitement versus à la fin, parce qu'on sait que certaines thérapies endommagent le système immunitaire. Alors, quand on commence à avancer les systèmes d'immunothérapie pour le cancer, on a meilleure chance d'avoir du succès. Oui, puis on l'a vu cette année dans certains essais cliniques qui sont sortis aux États-Unis. Alors, Denis Claude, oui, je voulais rajouter, alors les développements scientifiques aussi qui propellent notre recherche. Alors, seulement il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire ce qu'on fait en ce moment. Et ça nous permet d'identifier des nouvelles cibles. On a des nouvelles stratégies. Encore une fois, les cellules immunitaires sont plus efficaces à tuer les cellules cancéreuses. Ils ont une activité sélective. Et moi, ce que je vois, c'est que tôt, on va avoir une bibliothèque où vous allez à la pharmacie et vous demandez pour ce médicament-là, puis ça va être donné dans une bouteille, puis vous l'injectez, puis ça va faire le travail. Puis peut-être que je simplifie. Oui, c'est très excitant, ça. Mais je pense que améliorer les cibles et améliorer l'accessibilité à créer des cellules qui sont actives contre le cancer, mais qui peuvent fonctionner pour les individus, comme les cellules de Rob et les virus de sel, on les prend sur la tablette puis on l'injecte dans le patient et les pharmacies hospitalières vont être capables d'avoir accès à ces médicaments novateurs. Moi, je suis très enthousiaste pour ça. Oui, tu es très enthousiaste. Et je vais mettre de côté mon autre question parce que je veux entendre les pensées de Rob sur l'avenir. Je suis très curieuse de ce que j'ai entendu de John et de Denis-Claude, c'est que on va avoir beaucoup d'options. Et naturellement, ma question, c'est comment est-ce qu'on va le gérer, comment on va se le payer, comment on va soutenir la recherche pour développer toutes ces options-là. Mais avant d'arriver là, Rob, ta vision de l'avenir, puis où ça s'en va?
Je suis très d'accord avec les autres panélistes. Je pense que un paradigme très important, ça va être les combinaisons de thérapie. Alors en ce moment, on est dans une situation où souvent un médicament euh, est ciblé, peut être très efficace. Un est utilisé à la fois. Souvent, il y a une réponse, une rechute, puis on introduit un autre traitement, comme l'immunothérapie, et éventuellement, les patients, s'ils ont utilisé toutes les thérapies, ils ont quelque chose d'expérimental qui des fois fonctionne très très bien et, et vont éventuellement être utilisés de façon plus générale, comme les CAR-T. Mais ce qu'il faut, c'est une évaluation systématique de combinaisons qui sont efficaces et les introduire dans les standards de soins tôt. Même si ça va être plus cher au début, je pense qu'on va avoir des réponses plus durables et même des cures. Si on prend si on prend l'exemple du VIH, au début il n'y avait pas de traitement pour le VIH et ce qui a été très efficace à la fin, c'est les combinaisons. Alors on cible différentes molécules dans le virus et dans la réplication du virus de façon simultanée. Alors, il n'y a aucune chance de se propager dès le jour 1 quand on commence la thérapie. Alors, ça a été exploré naturellement avec les chimiothérapies conventionnelles. Euh, on a rarement la chimiothérapie en monothérapie aujourd'hui, mais la combinaison n'a pas encore été explorée de façon systématique pour les thérapies ciblées ou les immunothérapies. Mais ça devient très cher, alors ça a besoin d'être fait sur une base d'équité aussi. Alors comment est-ce qu'on va se payer ces thérapies-là s'ils fonctionnent bien? Et il y en a qui vont fonctionner très bien. Oui, il y en a qui vont fonctionner. Et on le voit déjà maintenant dans notre système de santé avec ces défis-là, avec certaines des thérapies cellulaires qui ont été approuvées, par exemple, Denis Claude te donné l'exemple de la pharmacie où on fait juste rentrer, on se donne une bouteille et on peut injecter soi-même potentiellement. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à un point où on détermine dans notre science, la science clinique, préclinique, pour trouver c'est quoi les combinaisons, c'est comment ils vont fonctionner ensemble, comment est-ce qu'on va l'amener de l'avant. Alors, comment est-ce que tu ferais une carte un peu du processus pour vraiment avoir ça et créer ces traitements-là, comme tu les décris? Oui, je pense que une des choses qu'on peut faire, c'est développer en premier la base, la fondation de ces traitements-là dans le laboratoire. Et une fois qu'on a développé le rationnel et on sait exactement comment ça fonctionne, ben là, on peut l'implanter dans les humains et en gros avoir les résultats cliniques. Je pense qu'on va avoir besoin de créer de nouvelles stratégies d'essais cliniques qui adressent différents types de populations patients, peut-être des plus petits nombres de patients, peut-être comparer une combinaison avec un autre, mais tout ça demande du temps. Alors, tu demandes sur la faisabilité, alors ça veut dire qu'on a besoin plus d'argent. Et je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est que ce qu'on fait maintenant, c'est très très cher. Je pense que tu l'as mentionné plus tôt, Stéphanie. Puis il faut être capable de se le payer. Mais si on donne le traitement tôt et on prévient une récurrence plus tard, alors un autre traitement, alors on sauve non seulement on sauve des vies,
mais on sauve de l'argent au système plus tard et on améliore les résultats pour les patients. Alors, il faut intervenir tôt et je pense que à la fin, ces traitements-là en valent la peine. Alors, je veux vraiment repartir sur ce que tu as dit, Denis-Claude, sur amener les traitements et traiter les patients. Alors, tout le monde a mentionné ici. Donc, aller plus tôt à l'utilisation de thérapies utiles comme l'immunothérapie, au lieu de l'administrer à un stade plus tard. Ce qui est en fait très bien, mais comment est-ce qu'on va être capable de payer pour tous ces traitements-là que vous voyez à l'avenir? Alors, comment est-ce qu'on va être capable de se payer à traiter ces patients-là avec ces thérapies-là qui sont tous des biologiques? Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à outils pour essayer de les rendre plus accessibles, plus universellement à travers le Canada? Peut-être je laisserai les autres commenter, mais très rapidement, je pense que pendant qu'on les développe, on pense que je pense que les coûts vont baisser. Oui, je pense que ils sont toujours plus chers au début, puis ils peuvent descendre très vite, puis j'espère que ça va être le cas. Mais un autre point, c'est en tant que pays, on doit faire plus à soutenir la recherche en général, parce que c'est vraiment la réponse à beaucoup de nos problèmes pour ce qui est des économies, c'est plus d'investissement dans la recherche. Naturellement, je suis biaisé pour la recherche en cancérologie, mais si on regarde les 3 dernières années, je sais quoi, c'est quoi les derniers chiffres pour l'investissement pour la recherche pour le COVID, mais c'est probablement des milliards de dollars en tout. Puis ça a été nécessaire pour nous pour arrêter la pandémie et se préparer pour la prochaine. Et 40 000 personnes sont mortes sur 3 ans, ce qui est une tragédie. Mais le cancer, c'est 80 000 par année. Puis ça va être plus à l'avenir. Alors, il faut être plus réaliste sur ce qu'on a besoin pour gérer cette maladie très complexe, investir plus d'argent dans la recherche en cancérologie pour faire les études comme Denis-Claude a mentionné. Il faut avoir des ressources pour faire ces essais cliniques, pour trouver qu'est-ce qui va fonctionner pour les patients puis qu'est-ce qui va pas marcher. Sans le soutien, on n'y arrivera pas. Je lisais aujourd'hui que le Canada est encore à investir 1,8 milliard pour les compagnies de pétrole. On parle d'un côté, c'est un problème, il faut l'arrêter, mais on met 8,6 milliards, pardon, et on met très peu dans la recherche en cancérologie, qui est un immense problème. Alors, je pense qu'en tant que Canadien, faut décider à prioriser la santé. La façon de prioriser la santé, c'est d'avoir de la bonne recherche, des nouvelles thérapies qui vont éventuellement baisser les coûts des traitements. Je suis tellement d'accord, John, tellement d'accord. Il semble qu'il y a beaucoup d'investissements en recherche en cancer. C'est un demi-milliard. Un demi-milliard par année pour à peu près là. Ça monte, ça descend, mais c'est en moyenne. Alors, plus d'investissement est nécessaire. Alors, la seule façon qu'on va avoir des avancements contre le cancer, c'est en recherche. Ça va pas partir tout seul, naturellement. Et juste pour mettre ça en perspective, alors, ça c'est l'Alliance pour le cancer, l'Alliance canadienne pour le cancer, l'ACC, ça c'était leur rapport. Alors, ils ont aussi publié des rapports qui met le fardeau économique du cancer au Canada à travers les coûts aux soins de la santé et le plein fardeau, donc perte de revenus, à 26 milliards par année. Oui, ça c'est sorti pour 2021, oui. Alors ça veut dire
que l'investissement en recherche est de 2% du fardeau. Et ça, c'est inadéquat. Et ce que ça fait, en fait, si on n'a pas du soutien du service public pour aider à payer ce qu'on vient d'écrire, pour adresser les priorités. Et je pense pas que c'est une controverse ici. Je pense que la communauté en général serait d'accord avec ce qu'on vient de mentionner. C'est inadéquat et ça veut dire que c'est l'industrie qui reste. Et le moteur, ça devient le profit et non la recherche elle-même. Alors, on a besoin du public et autant d'investissements publics que possible pour que l'académique puisse faire toutes les études, le préclinique aussi. Il faut soutenir ces essais-là pour avoir les avancements dont on a besoin. Alors, une question pour toi, Rob, John, Denis-Claude. Alors, pour le financement, alors, vous avez fait un point très important en donnant ces chiffres-là à propos du coût du cancer à la société versus la quantité qui est investie, qui est en fait un peu surprenante. Alors, c'est quoi le rôle des patients, autres que participants dans les essais cliniques? C'est quoi le rôle des patients, des groupes patients pour faire part de cette équipe, pour l'avancement de la recherche, pour qu'on puisse avoir autant de bienfaits que possible des investissements qu'on fait dans la recherche au Canada? Alors, c'est quoi le rôle de ces groupes-là? Ils doivent être des défenseurs. Ils doivent défendre leurs droits. Ils doivent défendre le droit de la recherche, développement des nouveaux traitements. Et l'industrie demande l'académique de développer. Et clairement, la défense des droits pour le bienfait du patient, bien sûr, mais il y a aussi un moteur économique. C'est positionner le Canada comme un leader mondial pour les nouveaux traitements. Puis ça a une valeur économique. Je suis tellement d'accord. Alors, sur ce sujet-là, Denis-Claude, le gouvernement du Canada, l'année passée, a sorti une stratégie qui s'appelle le Biomanufacturing and Life Sciences Strategy, stratégie pour les sciences de la vie, où ils investissent à peu près 2 milliards au total dans la stratégie. De tout le monde ici, vous êtes tous des chercheurs très actifs dans le champ. Vous savez ce qu'il faut pour avancer les choses, vous savez le coût et vous connaissez aussi toutes les ressources humaines qui sont requises et le soutien requis pour avancer votre recherche et pour l'amener aux cliniques. Alors, c'est quoi votre perspective sur l'impact de la stratégie pour votre travail et pour avancer les champs de pratique? Est-ce que c'est assez? Je pense que c'est un super début, considérant qu'on n'investissait pas dans ces activités-là avant, et maintenant le gouvernement a reconnu qu'on n'a pas l'infrastructure pour avancer nos découvertes du laboratoire. Alors, ils veulent mettre beaucoup d'argent, mais c'est un début. Parce que Denis-Claude, lui, doit faire de la manufacture et doit s'attendre que c'est viable. Et c'est pas juste une année. Il faut avoir de l'argent de façon constante et soutenue pour maintenir les facilités de création, pour avoir des organisations internationales réputées parce qu'éventuellement, ils vont se payer et se payer pour eux-mêmes. Mais il faut avoir de l'argent de façon soutenue. C'est pas juste de construire un building et partir. Faut construire, entraîner les gens, payer les gens pour le continuer. Alors, j'apprécie le 2 milliards, mais c'est un bolus. C'est juste un début. Et on doit avoir plus. Comme Rob a mentionné,
le montant qui va en recherche en cancérologie est 2 milliards. C'est encore petit versus le fardeau à la société. Faut avoir de l'argent en continu pour que les choses continuent. Oui, c'est un bon début. Oui, il faut être capable d'aller plus loin. Et il faut plus d'argent. Et la biomanufacture est une façon d'être indépendante et une façon de pousser dans cette direction-là. Oui, c'est partout. C'est la promotion à l'autodétermination. Puis ce qui arrive des fois, et vous le savez tous, John l'a mentionné, on a quelque chose de soutenu. On a besoin du financement soutenu sur une bien plus grande période de temps si on va bouger l'aiguille et devenir soutenu dans nos bio-usinages. Et il faut commencer le moteur, ça produit, ça aide des patients, on produit des produits, et il y a comme une vague qui vient. Alors, Rob, des commentaires sur la stratégie ou n'importe quoi d'autre? Non, 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 c'est très bienvenu. On joue au rattrapage en ce moment, alors c'est le fun de voir l'investissement commencer. Il y a certaines choses, je pense, qui pourraient renforcer la stratégie. Et ça inclut l'habilité d'évaluer et de réallouer sur une période de temps et voir qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui l'est moins. Alors, ça a besoin d'être versatile comme stratégie. Et j'aimerais aussi beaucoup voir des investissements, pas juste dans la construction, mais aussi dans l'achat. Alors, ce que je veux dire, on voit des milliards qui voient dans l'industrie pour l'infrastructure, ce qui est super, mais c'est incertain une fois que c'est construit. Alors, le transfert qui se passe pour manufacturer les produits, mais une fois que les produits sont faits, c'est quoi le marché? Alors, il y a beaucoup d'incertitudes de marché. Qui va l'acheter? Well, maintenant, il y a un marché pour le vaccin, mais le marché est saturé pour les vaccins pour la COVID. Alors, c'est peut-être pas le meilleur plan à long terme. Et la grande incertitude, le défi de l'œuf et de la poule avec les biologiques puis les thérapies cellulaires, c'est qu'il y a tellement de demandes en ressources pour les faire, puis là, un marché incertain pour l'achat des thérapies, mais les patients en ont besoin. Alors, ce qui serait super, c'est si nos ministères de la santé provinciaux qui remboursent, s'ils avaient un engagement à acheter le produit qui sont manufacturés par les Canadiens. Oui, je suis d'accord, absolument, absolument. Puis on serait capable d'avoir cette durabilité, la soutenance, si on a une certitude dans les marchés. Oui, vas-y. Oui, puis une chose qu'on peut pas ne pas mentionner, c'est les gens qu'on entraîne. Tout ça est créé par les étudiants. Sont sous-financés, c'est difficile à recruter. Ils ont besoin de notre soutien. Oui, oui, je suis tellement d'accord. Oui, puis ça, c'est très, très, très à l'avant-plan pour les gouvernements. Puis je pense qu'il y a des gens qui parlent au gouvernement de soutien, de HQP. Et c'est une nécessité. On doit faire plus parce que les montants qu'ils perçoivent sont pas assez. Alors, messieurs, je veux sincèrement vous remercier d'avoir partagé votre temps pour avoir la conversation sur le travail que vous faites, qui est tellement excitant. Alors, tellement grand votre perception de l'avenir. Et aussi, j'aime beaucoup j'apprécie le rôle que vous jouez dans l'écosystème en tant que chercheur, bien sûr, mais aussi des leaders dans la science au Canada. Et pour ça, je vous remercie. C'est un honneur de tous vous connaître. Merci beaucoup pour votre temps. Merci Stéphanie. Merci.
Oui, puis au nom de CCC, merci beaucoup pour votre contribution aujourd'hui. Et Stéphanie, comme toujours, pour ton leadership en tant que co-chair de la conférence et, et, et ta capacité de manœuvrer dans une énorme conversation qu'on aurait pu passer 2 jours au complet. Alors, on a plusieurs questions déjà ici, puis on a seulement à peu près 10 minutes. Alors, on va y aller tout de suite là-dedans. Claude, merci d'avoir accepté de venir ici aujourd'hui. Nous avons au moins une demi-douzaine de questions qui sont rentrées. Alors, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles ont été partagées avec nous. Alors, il y avait dans plusieurs conversations que chacun d'entre vous a amené à la table ce concept de amener le patient dans des essais cliniques et des processus plus tôt. En d'autres mots, les rentrer plus tôt. Alors, il y a plusieurs questions, en fait, sur comment est-ce que vous voyez l'engagement des patients et des groupes patients dans votre recherche. Alors, Denis-Claude, peut-être je commencerai avec toi. Oui, merci, Anne-Marie. Oui, il y a plusieurs façons que les patients peuvent s'engager. Je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est dans le design des protocoles, quand on crée ou on design comment traiter les patients et on décide c'est quoi les résultats finaux, c'est quoi les critères d'évaluation, comment on va faire les choses. Alors, clairement, c'est un bel endroit pour la participation des patients. Peut-être je peux donner un exemple. Alors, des fois, on a des médecins qui pensent que ça devrait être fait d'une certaine façon et il y a des patients qui vont peut-être penser différemment. Puis dans un des essais cliniques, les médecins pensaient, par exemple, que réduire l'immunosuppression, que ça, pendant une transplantation, que ce soit un rein, ou que c'était moins important que de traiter la maladie ou de s'assurer que le, le greffon allait bien. Mais les patients, eux, pensaient que les médicaments leur donnaient tellement d'effets secondaires qu'en fait, c'était une priorité pour eux. Alors, aussitôt qu'on contrôlait la maladie, ils étaient prêts à réduire les médicaments de prescription, mais les médecins disaient, ah, peut-être qu'il faut pas faire ça, euh, peut-être que le faire durer plus longtemps. Alors, je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est clair, c'est pas clair que euh, est dans ces points aussi décisifs quand les patients défendent un point et les médecins défendent un autre point. Ben, si les patients, c'est pour qui on fait tout ça, faut les écouter. Oui, et est-ce que je peux vous demander, Denis-Claude, est-ce que ça fait partie de votre processus aujourd'hui? Est-ce que vous intégrez activement les patients dans votre processus? Ce n'était pas notre habitude de le faire, mais depuis l'expérience que j'ai eue avec les discussions patients, patients, alors maintenant, on inclut les patients dans ça. La difficulté, c'est de sélectionner les meilleurs patients pour répondre à ces questions-là. Donc, donc, ceux qui connaissent le champ et qui veulent devenir, euh, qui veulent en faire partie. Et c'est aussi une question de temps et d'énergie, mais définitivement, les patients ont besoin de place et on veut les inclure initialement. Merci. Et je dois ajouter que les groupes patients peuvent en fait soutenir et vous aider à trouver les bons patients pour votre travail. Oui, puis quelque chose très rapide, c'est la défense des droits. Oui, être des défenseurs. Je suis sûr que Rob est d'accord avec ça. On a besoin qu'ils nous soutiennent en tant que chercheurs et cliniciens pour le développement de nouveaux traitements. Merci, Rob. Même question à toi et j'aimerais la perspective là-dessus. Alors, c'est quoi spécifiquement que vous faites de votre côté? Oui, et je suis tout à fait d'accord avec Denis Claude.
Alors, nous, on travaille avec les défenseurs de droits de patients, les groupes patients, sur différents projets. Et je pense en fait que c'est fantastique. Alors, certainement, il y a un aspect de design d'essais cliniques, de direction future, de lobbying et de défense de droits. Définitivement, ils sont utiles là, pour avancer ces choses. Vous savez, d'un point de vue plus fondamental, souvent, nous avons des patients qui se joignent à nos réunions scientifiques. Ça, c'est vraiment au tout début du développement et ils se joignent à nous pour les nouveaux concepts, les succès, les échecs dans le laboratoire. Alors, je pense que c'est utile pour les deux groupes, donc nous en tant que scientifiques, mais aussi pour les patients qui voient que la science est là pour eux. Ah, ben eux, ils nous ont dit que c'était utile. Alors, ils peuvent voir à quel point c'est désorganisé la science. Et les objectifs, les étapes, c'est pas toujours clair pour nous du point de vue scientifique. C'est extrêmement utile de rester le pied sur terre et centré. Alors, souvent, à nos réunions, des fois, on fait juste parler de science. Et soit que ça ne sera pas pratique dans le long terme, ou c'est tellement intégré de jargon et de langage scientifique que c'est complètement incompréhensible. Et même souvent pour les scientifiques dans la salle, alors ça nous force des fois à communiquer plus clairement et à être plus rationnel. Alors, je pense que c'est vraiment une situation gagne-gagne. Merci à vous deux d'être à l'avant-plan dans ce champ-là, et on espère vous inclure dans d'autres travails. Alors, je reviens aux questions dans le système de questions ici. Et la question, c'est l'immunothérapie a montré des bienfaits incroyables à un sous-groupe de patients avec le cancer, spécifiquement pour le cancer colorectal, à peu près 5% des tumeurs. Alors, à quel point est-ce que la science a été poussée de trouver le plus gros pourcentage de tumeurs non répondantes pour les transformer en tumeurs répondantes? Alors, la question va aux deux. Vas-y, Denis-Claude. OK. En fait, c'est une question intéressante et tout le monde regarde ça de différentes façons. Je pense que l'immunothérapie maintenant, euh, tu sais, on est rendu au point in vivo, mais aussi on développe des cellules qui vont cibler le cancer. Donc, en fait, je sais que différents groupes, même ici au Canada, travaillent là-dessus. C'est un objectif international maintenant. Et c'est dur de mettre un chiffre sur comment est-ce que ça va être développé. Mais il y a des antigènes qui sont plus sur les tumeurs, il y a un chemin où on peut avancer, que ce soit des CAR-T, des cellules T. En fait, nous, on utilise les CAR-T, les gens avec le sarcome et des tumeurs solides. C'est un champ qui est en plein développement dans les tumeurs solides. Rob, d'autres commentaires là-dessus? Certainement. Moi, je pointerais au succès dans les thérapies CAR-T pour les cancers hématologiques. Ça a été pas mal différent que dans les tumeurs solides, les tumeurs plus courantes. Je pense que c'est la base des questions ici, de la question ici. Alors, les cancers courants ont des défis pour d'autres raisons et je pense qu'une immunothérapie a du succès. Elle est succès d'une façon à tuer les cells, mais si elle est pas, si elle n'a pas de succès, elle peut faillir de différentes façons. Alors, c'est vraiment une façon de trouver tous les modes d'échec et trouver des façons de contourner ça. Alors, ça peut être complètement différent. Alors, les cancers colorectaux, les cancers solides peuvent être immunorésistants parce qu'ils n'expriment pas des antigènes que les immunothérapies peuvent reconnaître, ou éventuellement ils peuvent être perdus.
et les cellules immunologiques peuvent être inefficaces, juste fatiguées, et la régénération des cellules tumeurs, ils peuvent aussi sécréter des facteurs anti-immunologiques. Alors, c'est très, très, très complexe comme situation. Alors, c'est une question d'identifier tous ces mécanismes et trouver lesquels sont responsables pour le manque de réponse dans des patients individuels ou dans des groupes de patients similaires et ensuite trouver des façons de contourner ça. C'est des défis, mais les choses avancent un pas à la fois. Merci. Alors, je vais finir avec une dernière question. On a quelques secondes, mais il faut que je pose cette question-là aux deux experts à la table. Alors, à quelle distance sommes-nous d'un vaccin contre le cancer? Juste petite réponse rapide de vous. Je pense qu'une réponse courte. Je pense que la technologie arrive à fruition. Je pense que COVID a montré que les vaccins euh, RNA messager sont là. Et ça, il y en a qui sont ciblés pour les cellules tumorales. Et il y a des antigènes qui sont en train d'être approuvés en ce moment et trouvés, et qui ont déjà été trouvés pour les cellules cancéreuses. Alors, les vaccins ne sont pas une idée farfelue. Je pense que ça va venir. Et il va y avoir plusieurs questions, par contre, sur quel patient, quel antigène, quelle tumeur, à quel moment, avant le cancer, après le cancer. Normalement, ça va être, les premiers vaccins vont être après une tumeur parce qu'on veut s'assurer que les patients ont le problème et qu'il y a une solution. Alors, il faut trouver une solution pour le problème si on veut vraiment cibler toute la population, qui serait peut-être pas affectés par ces cancers-là et vont peut-être jamais rencontrer cette situation. Alors, il y a plusieurs problèmes qui doivent être réglés, mais clairement, il y a une population pour les antigènes. Il y a une méthodologie. Alors, c'est une question de temps, mais je dirais que on va les voir, je dirais, j'aime pas beaucoup parler d'années, mais je dirais 5 à 10 ans. Et avant 5 ans, on va les avoir dans des essais cliniques, certainement. Alors, Rob, un dernier mot très rapide, s'il vous plaît. Oui, les choses sont très encourageantes. Alors, on a déjà, en fait, des vaccins contre le cancer, comme j'ai mentionné plus tôt, le VPH, par exemple. Alors, ça, c'est un succès. Et de l'autre côté du spectrum, peut-être on n'aura jamais un vaccin universel. Alors, ce qui va arriver, euh, dans le court terme, c'est que je crois qu'on va être capable de développer des vaccins efficaces et ou des interventions antidotes spécifiquement pour des types de cancers. Et le plus on peut intervenir là-dessus, le mieux on va faire jusqu'à ce que les choses deviennent meilleures. Merci. On aurait aimé avoir plus de temps pour la question-réponse. On est très heureux que vous soyez ici. Merci encore pour couvrir avec John et Stéphanie beaucoup de territoires très importants. On va vous voir bientôt. Merci.